Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux. Ce n'est pas la dernière séance, comme dirait Eddie Mitchell, c'est peut-être l'avant-dernière séance, dans la mesure où nous aurons peut-être un conseil d'arrondissement au mois de février, étant entendu que le premier adjoint nous a fait savoir qu'il y aurait sans doute un conseil de Paris technique au mois de février, technique, c'est-à-dire avec un certain nombre de délibérations techniques, administratives. Mais à partir du moment où il y a un conseil de Paris, je ne vois pas comment il n'y aurait pas un conseil d'arrondissement. Donc nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir en début d'année. Et de toute façon, on se reverra au moment des vœux, au moment d'un certain nombre de manifestations, évidemment. Je vous propose donc de démarrer nos travaux. On a un conseil intéressant parce qu'il y a beaucoup de délibérations très importantes qui vont être apportés sur des sujets qui nous ont occupés pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, et qui voient leur aboutissement dans ce conseil. Et j'en suis très heureux pour les bénéficiaires et notamment pour les associations ou pour les opérations qui déboucheront donc de fait. Alors, je vous propose de désigner, si elle l'accepte, Madame Florence Devara comme secrétaire de séance qui sera donc assisté par Monsieur Riwal, que vous connaissez tous. L'ordre du jour définitif de la séance comprend 22 points. Je vous propose de voter la procédure d'urgence, si vous êtes d'accord, un murmure d'approbation, puisqu'on a deux dossiers qui nous sont parvenus avec un peu de retard. Enfin, un peu de retard, non, ils nous sont parvenus vendredi. C'est les D2 DJS 159 et 160, mise en œuvre du dispositif quartier libre et Paris Jeunes Vacances, que vous connaissez bien et qui feront l'objet d'un vote global. Je vous propose d'adopter les délibérations de notre dernière séance en date du mardi 4 novembre 2025, si vous êtes d'accord. Et donc, en vote global d'approbation, nous aurons les points 17, 18, 19, 20 qui font l'objet donc d'un vote d'approbation, c'est-à-dire qu'on les approuve évidemment si vous en êtes d'accord, mais je le pense, puisque ce sont des délibérations techniques. Donc, je vous propose alors un petit point d'ordre sur les dernières délibérations, les délibérations qui concernent notamment le nouvel attributeur, les nouveaux groupes d'actionnaires lauréats pour la délégation du chauffage urbain, qui a été connu tardivement puisque la commission d'appel d'offres s'est réunie ces dernières semaines, et c'est Séverine de Comprégnac qui rapportera au titre de la majorité municipale sur ces trois délibérations. Je voulais vous signaler que si vous aviez un lien direct avec le groupement lauréat, effectivement, il faudra vous déporter, c'est-à-dire ne pas participer au vote, comme nous nous déporterons nombreux sur la délibération qui a trait à la caisse des écoles, puisque tous les membres, je vous propose que par précaution, tous les membres du comité de gestion, c'est-à-dire M. Comet, Mme Hervieux, moi-même, Mme Bocan et Mme Devara, se déportent sur cette délibération, et Olivier Passlec, etc. Mais ça n'empêchera pas de la voter. Elle sera votée en Conseil de Paris. Mais vous savez, c'est les règles de déport qui sont assez importantes et qui peuvent dire concerner aussi au Conseil de Paris, notamment un certain nombre de délibérations qui sont communes au Conseil de Paris et au Conseil régional. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole à Claude Rip sur la délibération DAC 463. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Monsieur le maire, il s'agit d'une affaire assez pénible à laquelle nous allons rendre un hommage appuyé. Alors, c'est une affaire qui n'est peut-être pas connue de tout le monde, mais il y a 36 ans de cela, presque jour pour jour, le 6 décembre 1989, il y a eu au Québec une tuerie de masse effroyable. Effroyable d'abord parce que c'était un attentat terroriste, mais effroyable aussi parce que pour la première fois, probablement dans l'histoire, comme l'ont souligné certains historiens, c'était un féminicide de masse. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'est
introduit dans une université, l'école polytechnique de Montréal, et qui a, à l'aide d'une carabine, qui a massacré, qui a fait sortir les hommes et qui a massacré une par une les femmes, non pas en rafale comme il est dit par erreur dans les attendus, mais au coup par coup. Bon, il a tiré 30 cartouches et il en avait encore 60. Ça a fait 15 morts parce qu'il s'est suicidé après. Et ça a évidemment, dans la mémoire collective, ça a énormément marqué les Québécois et ça a marqué aussi le monde entier, dans la mesure où, pour la première fois, délibérément, on assassinait des femmes simplement en tant que femmes, mais aussi en tant que féministes, parce que le mobile du tueur était que ces femmes étaient réputées en tant que femmes féministes. Alors c'est quelque chose qui est assez ancien, et qui doit néanmoins nous interroger, parce que cette affaire, aussi curieusement que cela paraisse, a suscité un certain engouement dans certains milieux, parce qu'il y a aujourd'hui, et notamment sur les réseaux sociaux, j'ai été alerté par une de mes filles sur ce sujet, des mouvements dits masculinistes qui valorisent, il n'y a pas d'autre mot, ce type d'exaction. C'est pas anecdotique, ça existe. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, les jeunes adolescents peuvent être exposés à ce type d'excès. Il y a eu, par exemple, pour le 30e anniversaire de cette tuerie, il y a des gens qui ont cru utile de le fêter. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce que, alors c'était pas le but du tueur, mais enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de choses, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez à quoi je fais allusion, il y a quand même beaucoup de choses qui font que les femmes peuvent être menacées en tant que femmes parce qu'elles résistent, ou elles sont supposées résister à l'oppression dans le monde, et puis aussi en France. Donc je crois tout à fait opportun d'installer cette plaque sur la place du Québec, d'autant que, bon, il y a des relations... je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, très privilégié entre le Québec et le 6e arrondissement. Il y a une place du Québec, ça n'est pas pour rien, et tous les ans, il y a une manifestation très importante avec un beau défilé jusqu'à la mairie. La seule difficulté, c'est que peut-être ce sera difficile de trouver un emplacement pour mettre cette plaque, mais ceci n'est pas grave. Donc, pour les femmes, nous siégeons ici à parité totale, et on s'en réjouit, c'est la loi, mais c'est une évidence pour nous. Nous avons, depuis 2 mandatures, une femme à la tête de la mairie. J'espère que cette tradition se maintiendra. Donc pour les femmes, en mémoire de cet horrible crime, je pense qu'il faut voter des 2 mains pour la position de cette plaque. Merci mon cher collègue pour cette très belle évocation de ce crime horrible. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Madame Hervieux, je vous en prie. Simplement pour vous remercier pour cette délibération, remercier aussi Laurence Patrice qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et Hélène Bidard. Évidemment, la question des féminicides, des violences faites aux femmes est prise très au sérieux par la ville de Paris. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a la chance dans le 6e d'avoir quand même le siège de la Fondation des femmes, la Cité Audacieuse, qui est un lieu de refuge et siège de nombreuses associations féministes, qui est un lieu d'accueil pour les femmes. On a aussi, pas très loin, côté 7e, mais pas très loin de chez nous, rue de Sèvres, vous pouvez pas faire de bilan, ma chère collègue. Hein, non, je fais pas. Ah non, je fais pas le bilan, mais simplement pour dire que le 6e est Nous sommes en période de réserve électorale. Oui, non, mais permettez-moi simplement de dire que sur la question des violences faites aux femmes, et sur cet hommage en particulier, chaque année, nous sommes présents, place du Québec. J'y suis personnellement, François Comet également, les élus de tous bords d'ailleurs, nous sommes là, présents, et c'est très important. Et cette plaque est vraiment, il faut le dire, l'aboutissement. C'est une demande qui date de longtemps, et donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse effectivement dans ce conseil municipal finaliser les choses par l'apposition de cette plaque commémorative de ce drame. Effectivement, ça a été rappelé par mon collègue.
Très bien, je vous remercie. Et je précise que la Cité Audacieuse, si elle a pu s'installer au 9 rue de Vaugirard, c'est grâce au fait que le maire du 6e, dont je ne cite pas le nom puisque je suis en période de réserve électorale, a effectivement regroupé des écoles, et un de vos prédécesseurs s'était opposé à cette chose, alors qu'effectivement, il n'y avait plus de place pour 2 écoles élémentaires de 5 classes desservies par une école maternelle de 5 classes, dont je ne cite pas le nom non plus. Donc nous nous retrouvons dans l'unanimité, et je suis très heureux. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous continuons nos travaux, et je donne la parole à Chantal Lambert-Burins pour rapporter sur la DAC 478. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Le projet de délibération qui nous est présenté concerne la signature d'une convention de mécénat avec la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, afin de restaurer les décors du transept des chapelles Saint-Jean et Saint-Charles-Borromée à l'église Saint-Sulpice, tout à côté de nous. L'église Saint-Sulpice, comme vous le savez, est l'un des plus grands édifices religieux de Paris. C'est un lieu majeur de notre patrimoine. Sa richesse artistique s'est constituée sur plusieurs siècles, avec des contributions d'artistes de tout premier plan. On pense naturellement aux chefs-d'œuvre de Jeanne de la Croix, bien sûr, qui sont dans la chapelle des Saint-Anges, qui participent fortement à la renommée internationale de l'église. Mais l'ensemble du bâtiment abrite un patrimoine très important, notamment dans la zone qui fait aujourd'hui l'objet de ce projet. Donc ce transept est décoré par des peintures monumentales d'Émile Signol qui sont consacrées aux grands épisodes de la Passion du Christ, et dont chaque mur occupe plus de 90 mètres carrés. Les 2 premières chapelles du déambulatoire, Saint-Jean et Saint-Charles-Borromée, conservent elles aussi des décors remarquables des 19e siècle, réalisés entre autres par Auguste Pichon, par Glaise, ainsi que par des artistes issus des ateliers d'Ingres. C'est dire quand même toute la richesse de cette église Saint-Sulpice. Alors, l'état de conservation de ces décors est aujourd'hui très préoccupant. Il y a un encrassement massif, des altérations anciennes et pour certaines zones, des altérations conséquentes de l'incendie survenu à proximité en 2019. Donc, une restauration s'avère indispensable pour préserver la cohérence artistique du parcours intérieur de l'église et également garantir la transmission de ce patrimoine exceptionnel. Le projet prévoit la restauration de 368 mètres carrés de peinture monumentale dans le transept, ainsi que des décors peints et sculptés, des chapelles toujours Saint-Jean et Saint-Charles-Borromée. Cette opération s'inscrit dans la continuité des campagnes engagées par la ville depuis 2018 en faveur des œuvres d'art religieux parisiennes. C'est la Fondation Avenir du Patrimoine qui a déjà soutenu en 2024 la restauration d'une autre chapelle de Saint-Sulpice qui propose de financer intégralement cette nouvelle campagne. Le coût de l'opération est de 1,6 million d'euros et il faut le dire, entièrement couvert par le mécénat et François Pinault pour ne pas le citer. La durée prévisionnelle du chantier est d'au moins 15 mois et ensuite seront réalisés dans un second temps l'encadrement de ces œuvres majeures. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la dynamique positive engagée autour de la restauration du patrimoine religieux parisien, permettra de redonner toute leur lisibilité et leur éclat à ces décors essentiels pour la compréhension historique et artistique de l'Église. Donc il vous est proposé d'autoriser la maire de Paris de signer cette convention et bien sûr j'espère que tout le monde me suivra dans cette démarche. Merci infiniment. Merci Madame la Première adjointe. Et si tout se passe bien, on peut espérer qu'il y ait une deuxième phase qui sera postérieure, sur laquelle nous serons sans doute réinterrogés, qui consistera effectivement à travailler sur les murs qui soutiennent ces peintures. Mais là, dans un premier temps, c'est uniquement les peintures du transept, c'est pas les murs. C'est pour question de rapidité. Voilà, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons à la Caisse des écoles et c'est Ariel Bocan qui va rapporter sur cette délibération. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme tous les ans à cette période, on nous propose la délibération d'ASCO 115 portant sur la subvention pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.
1 070 000 € sont prévus par la ville en 2026 pour la Caisse des écoles du 6e arrondissement. Pour information, l'année dernière, pour rappel, c'était 1 050 000 €. Donc, je vous remercie de voter favorablement cette subvention qui permettra à la Caisse des écoles de nourrir les enfants de l'arrondissement. Et comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, en tant que membre de la Caisse des écoles, nous serons plusieurs à nous déporter. Je vous remercie. Pas d'intervention, je vous propose, oui, c'est d'une rapidité absolument splendide. Donc je vous propose de voter. Donc ceux qui ne, donc moi je ne participe pas au vote. Donc qui ne participe pas au vote? Donc vous levez les doigts, voilà. Oui. Puisqu'on est tous membres du comité de gestion de la Caisse des écoles. Donc qui vote contre, qui vote pour? Votez pour, hein, les autres, parce que après c'est le Conseil de Paris qui votera. Merci beaucoup. Donc c'est adopté. Nous poursuivons nos travaux et je vais rapporter sur la DASCO 152, et ça c'est une affaire très importante puisque c'est une délibération qui va permettre, à travers un crédit que va attribuer, si vous voulez, une participation financière de la ville de Paris qui s'élève, alors je ne sais pas si on a le montant, si c'est 12 millions d'euros qui va être imputé sur le budget de fonctionnement de l'exercice 2026. Vous voyez que 12 millions d'euros, c'est une somme importante. Ça va permettre de clore pour un certain temps, dans le cadre d'un moratoire, de permettre de sauvegarder le régime particulier des directeurs et des directrices d'écoles primaires et maternelles publiques parisiennes qui bénéficient depuis plus de 40 ans, depuis exactement 1900, depuis toujours d'ailleurs, d'un régime dérogatoire qui fait que les directeurs d'école de plus de 5 classes sont dispensés de cours et se consacrent avant tout au fonctionnement de l'école, au relationnel avec les parents d'élèves, les professeurs, et gèrent bien évidemment pour le compte de la ville, notamment les activités périscolaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Et vous savez, alors la délibération ne le mentionne pas, mais il y avait un contentieux entre la ville de Paris et la mairie et l'État, ce qui peut arriver, ce qui arrive assez souvent. Et malheureusement, dans ce contentieux, effectivement, la ville de Paris avait cessé de payer, d'honorer cette convention, si bien que tout ceci nous a mis sous le regard de la Cour des comptes, qui a, avec le ministère de l'Éducation nationale, considéré que le régime parisien était une anomalie. Donc on s'est retrouvé en 2023-2024 dans une situation très difficile où le régime spécifique de Paris aurait pu exploser, et donc il fallait après revenir dans le régime de droit commun, et sauf erreur de ma part, c'est en France, ce sont les écoles qui ont plus de 13 classes qui se voient déchargées de cours. Donc vous voyez qu'entre 5 classes et 13 classes, pour votre information, il n'y a qu'une dans le 6e arrondissement où pourtant il y a eu un regroupement des écoles, il n'y a qu'une école qui a 13 classes, c'est l'école élémentaire Littré. Toutes les autres repasseraient à un régime c'est-à-dire que les directeurs et directrices d'école se retrouveraient chargés de cours. On a actuellement l'école maternelle Saint-André-des-Arts qui a 4 classes, et là c'est le régime de la demi-décharge qui s'applique. Mais sans ça, on aurait Saint-Benoît, les deux madames, etc., etc. D'où les mois, effectivement, parmi les syndicats, parmi l'association des directeurs d'écoles élémentaires. Donc là, je me félicite effectivement que grâce à une médiation à laquelle beaucoup d'entre nous ont participé, on ait pu acter, si vous voulez, une décharge totale d'enseignement à partir de 5 classes dans le cadre d'un moratoire pour l'année scolaire 2025-2026. Donc ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Je voulais quand même le signaler, c'est très important, mais en tout cas, nous votons cette délibération qui va nous permettre, en tout cas, jusqu'en septembre 2026, ou plutôt jusqu'en juin 2026, de faire bénéficier nos écoles de ce régime auquel beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, et surtout de personnel de l'éducation nationale, sont attachés. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de le voter.
qui ne prend pas... Vous voulez intervenir? Oui, pardon. Oui. On s'est associé à la mobilisation et ça pose la question plus fondamentalement du rôle d'un directeur d'école. Et je pense qu'en fait, l'Académie, d'une certaine manière, a voulu faire l'économie d'une réflexion plus globale sur la fiche de poste et qu'est-ce que ça comporte. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'effectivement, cette convention était installée à Paris et on dit, bah oui, Paris a un statut particulier. Mais quand vous interrogez les directeurs d'école sur leur quotidien, ils vous expliquent que c'est pas simplement un caprice de se dire on est bien à ne pas faire la classe. C'est en fait quand on doit gérer les plannings, les remplacements avec le manque de personnel, la relation aux parents, la relation avec les enfants aussi, parce qu'ils ont des relations avec les enfants, ils gèrent un collectif. En fait, c'est impossible d'envisager de revenir, et c'est ce que vous avez dit, monsieur le maire, et pour le coup, je vous rejoins tout à fait. La situation, pour l'instant, disons suspendue, mais quand même, la ville de Paris a fait un pas considérable, et dans le rapport de force qu'on a vis-à-vis de l'Académie, c'est important. Avec la signature de cette convention, on peut au moins commencer à garantir un petit peu les choses. Après, vous avez raison, il faut savoir qui va payer, dans quelle mesure, parce que tout cela n'est pas une opération neutre, mais en tout cas, je pense qu'on se battra, et quels que soient nos bords politiques, pour le coup, pour maintenir cette décharge à 5 classes de la ville de Paris. C'est pas une question de confort, c'est une question d'organisation, de conditions de travail pour nos directeurs et directrices d'école qui ont déjà des charges très lourdes dans leur quotidien, et donc c'est très important qu'on se batte et qu'on soit à leur côté. On l'était encore la semaine dernière avec tous les syndicats qui sont très préoccupés à juste titre par cette situation. Deux précisions quand même, c'est un régime dérogatoire à Paris. Donc, si vous voulez, et certains directeurs et directrices d'écoles parisiennes disaient, est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à toute la France? Mais malheureusement, en prenant cette ligne de défense, on risquait à contrario de fragiliser encore plus le statut parisien. Et d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, je ne l'ai pas cité, dans son intégrité, était plutôt pour l'arrêt de ce système particulier, car c'est un régime particulier, et la Cour des comptes avait en plus mis le doigt sur la chose. J'ajoute, si vous m'avez bien entendu, que si la ville de Paris avait continué, même dans le cadre de son contentieux avec l'État, à honorer pendant des années la participation financière qui était la sienne, et qu'elle a malheureusement arrêté pendant plusieurs années, on n'aurait peut-être pas eu ce débat. Mais donc, de toute façon, maintenant, le passé est le passé. On ne va pas pleurer sur le lait versé, mais l'affaire est entendue pour une année. Après, il faudra effectivement remettre l'ouvrage sur le métier. On aura un débat là-dessus. Après, est-ce qu'il ne faut pas non plus penser à des regroupements d'écoles? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on utilise, dans la mesure où on manque de personnel dans beaucoup d'établissements, etc. Ça pose... Il y a énormément de problèmes qui sont derrière cette situation. Mais en tout cas, réjouissons-nous, que dans cette période un peu complexe que nous vivons, en tout cas, ce régime soit au moins sauvegardé. Et nul doute que dans les différentes instances de l'éducation nationale et les différentes instances paritaires, ce dossier reviendra sur le métier. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point 2 délibérations DLH et je vais donner respectivement la parole à 2 reprises à notre collègue Iris Berthomier. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je vais vous présenter les délibérations une par une parce qu'elles n'ont pas le même objet. Donc la première, la DLH 84, qui concerne le renouvellement par bail amphithéotique de la location de divers immeubles communaux à Paris Habitat OPH, dont 8 de ces appartements, de ces logements, sont situés dans notre arrondissement. D'abord, pour clarifier la notion de bail amphithéotique pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de ce concept, donc c'est un bail de très longue durée, en général entre 18 et 99 ans, qui confère aux preneurs des droits très étendus sur le bien loué, c'est-à-dire que, contrairement à une location classique, l'amphithéote, donc là c'est Paris Habitat, peut transformer, améliorer, modifier le bien comme un quasi-propriétaire. En contrepartie, il prend en charge tous les travaux d'entretien et de grosses réparations et à la fin du bail, le propriétaire récupère son bien avec toutes les améliorations réalisées. Donc c'est très adapté pour la gestion du patrimoine public sur le long terme. Donc, dans la délibération qui nous concerne, donc, il s'agit d'un renouvellement de 18 baux amphithéotiques qui ont été conclus initialement entre 1980 et 1982
avec l'ancêtre de Paris Habitat. Ces baux arrivent tous à échéance au 31 décembre 2025. On les a renouvelés l'année dernière pour 1 an. Donc en tout, ça représente 243 logements, 38 commerces, soit plus de 14 000 mètres carrés de surface utile. Dans le 6e, je vais vous les citer pour les adresses. Donc 8 adresses, 15 rue de Seine, 24 rue de Seine, 26-28 rue de Seine, 27 rue de Seine, 5 rue du Cherche-Midi et 17 rue de Nevers. Alors, sur les caractéristiques de ce nouveau bail, donc il va prendre effet au 1er janvier 2026, il est d'une durée de 40 ans. Paris Habitat s'engage à prendre en charge l'intégralité des travaux d'entretien, les grosses réparations pendant la durée du bail et à terme, évidemment, les immeubles devraient être rendus à la ville en parfait état et sans indemnité. Les conditions financières de ce renouvellement ont été négociées avec Paris Habitat après une campagne de diagnostic technique qui a permis d'affiner un programme de travaux prévu avec le bailleur pour les prochaines années. La ville, en l'échange de cette mise à disposition, va percevoir une redevance annuelle qui est calculée sur un pourcentage des recettes locatives. Annuellement, pour l'ensemble des 18 immeubles, ça représente 405 000 € par an. Pour les immeubles du 6e, il y a des taux qui sont variables, même très variables. Pour certains biens, par exemple celui du 24 rue de Seine, c'est 1% par an. Et par exemple, pour celui de la rue du Cherche-Midi, c'est 45%. Cette différenciation est a priori calibrée sur le nombre d'investissements plus ou moins importants que Paris Habitat devra réaliser sur ce patrimoine au cours des prochaines années. Un point essentiel de ce bail emphytéotique, c'est que la ville de Paris va bénéficier de droits de réservation sur ces immeubles, donc 110 droits de réservation. Voilà, donc c'est une délibération que je vous invite à voter favorablement. Très technique, mais Iris Bertomi a parfaitement donné les informations qui convenaient sur l'emphytéose, qui effectivement est utilisée dans cette délibération. Donc si vous êtes d'accord, hein, c'est technique, ça va permettre de renouveler et de poursuivre l'entretien de ces immeubles. Donc je vous propose de voter. Pas d'opposition. Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole. Alors là, c'est une opération très importante que nous attendions depuis de nombreuses années. Là, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, à nouveau, un bail emphytéotique, mais cette fois-ci, c'est la création d'un bail, c'est la conclusion d'un bail. Ça concerne l'immeuble qui est situé derrière la mairie, au 20-24 rue Madame. Donc, c'est un immeuble qui est actuellement loué, mais avec un bail civil, donc renouvelable, avec toutes les incertitudes que ça présente à chaque échéance. Il est loué à l'association ASEI. Donc l'association ASEI, son ancêtre, c'était l'association Résolux, que peut-être que vous connaissez. L'association ASEI, c'est l'association Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, qui est donc titulaire de ce contrat de bail. Donc il s'agit d'un immeuble qui est dédié à l'éducation et à la prise en charge d'enfants en situation de handicap. Donc c'est un immeuble qui a été édifié dans les années 70, qui est occupé depuis cette époque, enfin depuis sa construction par ces associations et qui a toujours eu vocation à accueillir ces enfants. Donc actuellement, il y a un externat médico-éducatif de 24 places pour des enfants de 6 à 14 ans et une section d'initiation et de première formation professionnelle de 43 places pour des adolescents de 14 à 20 ans. Il y a également un CESAD de 20 jeunes. Donc ça concerne quand même au moins 70 jeunes qui sont accueillis ou pris en charge dans le cadre de ces structures. Donc il y a des travaux très importants qui vont être réalisés par la suite par l'association ASEI, donc qui sont estimés à 3,5 millions d'euros. Pour cela, l'ASEI va bénéficier de soutien en subvention, en investissement par l'ARS Île-de-France, au moins à hauteur de 2 millions d'euros et puis peut-être plus par la suite. Donc c'est, comme le disait Monsieur le maire,
un combat qui revient de loin, en tout cas une délibération qu'on a vivement souhaitée, que le maire a vivement soutenue et dont il est à l'origine, puisque l'idée est de maintenir dans ces locaux de manière pérenne une destination à cette association et donc à l'accueil d'enfants en situation de handicap ou d'adolescents en situation de handicap. Ainsi, on est certain qu'il n'y aura pas de renégociation de bail, etc. Donc là, la durée du bail n'est que de 20 ans, contrairement à la précédente délibération qui était de 40 ans. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien que ce soit davantage, mais 20 ans, c'est déjà pas mal. Et le loyer sera de 200 000 € par an. Donc c'est un loyer qui a été vivement négocié pour qu'il permette les investissements nécessaires qui seront réalisés dans cet immeuble. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Donc je vous invite évidemment à voter très favorablement cette délibération. Infiniment, et je voulais remercier la secrétaire générale de la ville de Paris, Marie Villette, qui a pesé de tout son poids auprès des différents services, car il y a eu jusqu'à la fin une difficulté. Le loyer aurait pu être plus élevé, mais s'il était plus élevé, il mettait en péril l'association. Association, bien sûr, qui devait rester là, d'autant plus que nous avons échappé à un projet de création de logements sociaux il y a quelques années qui avait germé dans l'idée d'un conseiller à la mairie de Paris, dont je n'ai pas réussi à retrouver l'identité, et qui aurait, bien sûr, conduit l'association à s'en aller. Ça aurait été un véritable scandale. Mais bon, là, tout le monde, la raison est revenue, et on a une situation qui est, je dirais, et qui devrait permettre à l'ASEI, qui est une grande association, de se maintenir et de continuer à agir au profit des enfants porteurs de handicap. Et quand on a eu la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, on est d'autant plus attentif aux familles qui ont effectivement cette situation à gérer. Et je rappelle d'ailleurs que on a réussi aussi à faciliter l'inclusion de nombreux élèves porteurs de handicap dans les établissements scolaires du 6e arrondissement. Et on a pesé de tout notre poids, notamment pour que, alors que certaines directrices, qui ne sont plus là d'ailleurs, mais avaient un peu de réticence à faire qu'à l'école élémentaire Saint-Benoît, par exemple, on ait des enfants qui soient en inclusion, comme au collège Jacques Prévert, mais il y en a aussi à Montaigne, il y en a à Stanislas, il y en a dans différents endroits. Voilà, donc je vous propose de voter, si vous en êtes d'accord, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté et je vous en remercie. Nous passons maintenant au 7 avenue de l'Observatoire. C'est aussi un dossier qui a évolué favorablement et je donne la parole à notre collègue Claude Ribes. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc il s'agit d'une très belle opération puisque le 7 avenue de l'Observatoire, qui est un bel immeuble, je crois, classé, qui appartenait jusque-là à une association, va être affecté à un programme de logement étudiant. Il y a 24 logements qui vont être réalisés dans cet immeuble. Alors c'est une affaire qui n'a pas été simple parce que initialement c'est un immeuble, et je suis désolé de rester dans le féminisme, mais c'est un immeuble qui dépendait de la Fondation Fénelon, qui a été créée par Yvonne de Coubertin, et aujourd'hui qui est partagée entre la Fondation Fénelon et la Fondation Coubertin, qui n'a rien à voir encore que avec Pierre de Coubertin, mais qui est plutôt lié à la nièce Yvonne. Alors, l'affaire a été assez longue à aboutir, et je crois que je ne tomberai pas dans le bilan quand même en rappelant que c'est là l'illustration de tout ce qu'on peut faire au niveau d'une mairie d'arrondissement, parce que une mairie d'arrondissement n'est pas une mairie de plein exercice, mais néanmoins un maire peut faire beaucoup de choses, et je parle sous le contrôle d'une autre. Il me semble que le fait de réunir le CROUS, qui est l'opérateur de ce projet, et deux associations dont les relations n'étaient pas forcément simples, c'est quand même un exploit. Il faut s'en féliciter. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour ce qui est de la ville, il s'agit d'allouer une subvention de 480 000 €
qui représente à peu près 10% de l'opération, c'est 4 556 926 €, donc à peu près un tout petit peu plus de 10%, à une opération qui est portée par le Crous et qui aboutira à la réalisation donc de 24 logements PLS. Alors au départ, Madame de Coubertin, et c'était tout à fait louable, c'est pour ça que je disais qu'on est encore un peu dans le féminisme, avait affecté cet immeuble à l'éducation des jeunes filles. En 1913, ça a commencé. En 1913, aider les jeunes filles à faire des études, c'était quelque chose qui était peut-être pas complètement à la mode, donc il faut quand même saluer l'historique de l'immeuble. Aujourd'hui, ce sera, j'allais dire malheureusement, enfin ce sera mixte. Les étudiants des deux sexes y auront droit. Il y en aura 24. Le loyer sera calculé sur la base réglementaire de 15 € le mètre carré utile en valeur janvier 2025. Donc ça représente des loyers qui s'échelonneront entre 420 et 549 € par mois pour des logements d'environ 20 mètres carrés, 22 mètres carrés très exactement. Et donc, on peut bien sûr imaginer que les étudiants pourront bénéficier de l'APL en fonction de leurs revenus et de leur situation de boursiers, parce que ce sont quand même des sommes importantes pour des étudiants. Donc, il y a 24 logements. L'attribution des logements sera partagée entre la préfecture, pour 8 logements, la ville de Paris pour 8 logements, et autres, alors ça c'est un peu mystérieux, autres, je ne sais pas qui est autre, mais bon, on peut espérer que l'équité sera, comme toujours, de la partie. Donc je vous invite bien sûr à voter très favorablement pour cette réalisation qui sera très utile dans notre arrondissement où la vie étudiante, comme vous le savez, est particulièrement riche. Merci, monsieur le conseiller. Alors, je pense qu'en réalité, j'ai vu comme vous l'attribution, mais à mon avis, je pense que ça ne s'applique pas à une résidence universitaire qui sera gérée par le Crous. C'est le Crous qui attribuera en fonction. Je pense que la délib reprend un peu en fonction du PLS, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un très bel immeuble qui a existé, qui était en jachère depuis 10 ou 15 ans. Ça a été excessivement compliqué. Et là, je dois remercier le Crous qui a réussi à débloquer l'opération, étant entendu que le coût de réhabilitation est bien sûr assez important, s'agissant d'un immeuble qui est pas classé, mais qui a des éléments de décoration, notamment dans la partie basse, qui sont des éléments de décoration art déco qui seront maintenus. Donc c'est une très belle résidence. Ça sera un peu le contre-type alors elle est très belle, elle est très comment dire, Sarail, c'est une résidence qui intérieurement est très agréable, mais c'est vrai qu'extérieurement, elle est un peu actuellement un peu en difficulté. Donc là, ça sera vraiment un peu le contre-exemple. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de voter. Monsieur Comet, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai été, comme vous, effectivement étonné par l'attribution un tiers. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que ça soit du PLS et donc pas vraiment des logements Crous, ou si c'est inexact. Mais non, je voudrais en profiter pour faire une petite touche personnelle, et je suis très sensible à cet immeuble du 7 avenue de l'Observatoire, parce que ma grand-mère y a été recueillie par mademoiselle de Coubertin dans les années 30, lorsqu'elle, jeune institutrice des Alpes-Maritimes, elle a obtenu une bourse pour venir faire ses études à Paris, à la Sorbonne, et donc elle logeait là-dedans. Ce qui lui a permis de devenir agrégée d'anglais. Et ensuite, dans les années 70, mademoiselle de Coubertin l'a appelée pour prendre sa suite, et donc elle a été directrice de la Fondation Fénelon pendant quelques années, dans les années 70. Écoutez, voilà un projet encore qui nous rassemble, c'est parfait. Donc, et qui retrouve sa vocation d'origine, parce que c'est vrai que moi j'avais vu cet immeuble fermé pendant des années, on ignorait un peu l'historicité des lieux. Merci à vous, donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, c'est adopté. Nous poursuivons nos travaux et nous allons encore, je suppose, dans un contexte
différent, en donnant la parole à Florence de Vara, parler de la rue de Rennes et du 155 rue de Rennes, dont nous avons déjà évoqué l'existence, et qui est une emprise qui se trouve face à la FNAC. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, cette délibération porte sur la réalisation d'un programme d'acquisition par la ville de Paris au 155, donc rue de Rennes, comme Monsieur le maire vient de le dire, qui était devenu un local commercial vacant suite au départ de l'enseigne Koukaï. Je rappelle que ce bâtiment était autrefois l'ancien cinéma Regina Aubert Palace, construit en 1920. Alors la ville a acquis ce bien en exerçant son droit de préemption. Le bail amphithéotique, donc je ne vais pas redonner la définition car Iris l'a très bien expliqué il y a quelques minutes. Le bail donc amphithéotique avec la régie immobilière de la ville de Paris propose de réaliser un programme d'acquisition-amélioration qui comportera 18 logements sociaux et un commerce. Le coût global de l'opération est évalué à 8 734 202 € pour une surface d'à peu près 985 mètres carrés. La façade, on peut préciser quand même qu'on a tous remarqué que la façade commençait à beaucoup se dégrader, donc c'est très bien que ce soit repris en main. La plupart du temps ici, alors comme vous l'avez remarqué à la mairie du 6e, nous ne sommes pas trop favorables aux préemptions, surtout quand il s'agit d'immeubles occupés. Mais dans ce cas précis, nous trouvons cette réalisation très justifiée car le bâtiment était devenu totalement vacant. Et il s'agit de ce que nous appelons communément une dent creuse. Vous avez dû remarquer que c'est un immeuble bas entre deux immeubles beaucoup plus hauts. C'est donc un lieu qui se prêtera bien à cette réalisation de logements sociaux. Je vous remercie donc d'approuver la participation de la ville de Paris au financement de ce programme, d'accorder à la RIVP une subvention d'un montant maximum de 2 692 578 € et d'accorder la garantie de la ville aux emprunts à souscrire par la RIVP pour le financement des logements. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, effectivement, nous avions voté favorablement, en tout cas majoritairement, sur cette opération, sur lequel, d'ailleurs, je ne pourrais pas je suis obligé de me déporter en tant que membre du conseil d'administration de la RIVP. Une opération qui va être réalisée dans le temps, avec sans doute un chantier qui va démarrer en 2026 ou 2027. Et je me permettrai de vous faire passer la façade, le projet de façade, car il y a un jury qui va se réunir dans les prochaines semaines. Et j'ai souhaité que ce soit une façade qui soit bien sûr en conformité avec les façades de la rue de Rennes, qui reprendrait peut-être d'ailleurs en bas légèrement la corniche qui existait sur le cinéma Gaumont Palace. On se trouve en face de l'immeuble de la FNAC, qui abrite la FNAC, qui va lui-même être rénové. Comme vous savez, il y a un permis de construire qui était accordé par la mairie de Paris, la FNAC demeurant sur les lieux, mais d'ailleurs qui sera d'ailleurs une amélioration par rapport à l'immeuble FNAC qui existe actuellement, qui est un immeuble très années 70, avec verre réfléchissant, qui est quand même pas terrible, et donc ça devrait être une amélioration du secteur. Par ailleurs, si vous voulez, il est probable que, je sais que la RIVP recherche actuellement, compte tenu du fait que c'est un espace commercial, c'était un immeuble commercial qui accueillait un magasin, recherche éventuellement un preneur pour cet espace. Donc, si vous avez des idées, en souhaitant bien sûr éviter, par définition, la restauration rapide, etc. Donc, qui est déjà suffisamment présente dans Paris, etc. Mais si vous avez des idées particulières, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Donc, je vous propose de voter favorablement cette délibération, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, Charles Flaubert, pardon, qui vote contre, qui vote pour.
Je vous remercie, c'est adopté à la majorité. Nous passons maintenant à la Tour Montparnasse, plutôt à l'ensemble immobilier de la Tour Montparnasse, c'est-à-dire principalement au devenir de l'ancien centre commercial. Et je donne la parole à notre collègue Paul Maria. Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Alors le projet que je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, ne se passe pas dans le 6e arrondissement, mais intégralement dans le 15e arrondissement. Mais compte tenu de l'importance de ce projet, le conseil d'arrondissement du 6e est appelé à prendre connaissance des dossiers, de l'avancement du projet et à se prononcer sur certains documents que je vais vous présenter. Rapidement, bien sûr, parce qu'on parle d'un grand projet. Alors c'est un projet, comme vous le savez, la rénovation de l'ensemble immobilier de la tour Maine-Montparnasse, qui appelle à l'humilité quand on est élu, puisque les premiers actes juridiques ont débuté avant cette mandature. Nous allons être amenés à notre modeste mesure à donner un avis sur des actes préparatoires au début des travaux. Et il est probable que ce soit nos successeurs, voire les successeurs de nos successeurs, qui aient encore à se prononcer sur certains aspects. Donc on ne va pas entrer aujourd'hui dans tous les détails, ce serait une perte de temps. Ça fait beaucoup de temps de conseiller municipal et je ne vous laisse même pas imaginer combien nous aurons eu de premiers ministres d'ici là. C'est un projet donc de rénovation d'un ensemble immobilier de 1960 qui aujourd'hui est qualifié comme frappé d'obsolescence technique et énergétique. Je pense qu'il suffit de s'être promené dans les alentours de cet ensemble qui va donc de la gare Montparnasse à la place du 18 juin 40 et qui est bordée par la rue de l'arrivée et par la rue du départ, pour s'être rendu compte que le centre commercial a une atmosphère décatie assez certaine, que les bâtiments de logement aussi mériteraient un rafraîchissement et enfin que tout l'ensemble pourrait être repensé. Alors, une agence d'architectes a été sélectionnée pour ces travaux, ces ambitieux travaux, une agence qui n'est pas inconnue de la ville de Paris, puisqu'il s'agit de celle de Renzo Piano, qui a aujourd'hui un âge canonique. Donc j'espère que c'est son équipe qui va prendre le relais. Donc c'est la Renzo Piano Building Workshop. C'est l'agence qui va avoir la charge de ces projets. Alors, concrètement, là encore, on ne va pas entrer dans les détails, mais il s'agit d'un projet très vaste qui va en fait créer quasiment un nouveau quartier dans cette partie de l'arrondissement, du 15e arrondissement qui est très proche du 6e, puisqu'il y aura à la fois des logements, dont des logements étudiants, de résidences étudiantes, des bureaux bien sûr, un centre commercial dont vous imaginez bien, mes chers collègues, que les modalités vont être redéfinies maintenant que déjà la gare s'est dotée d'un grand espace commercial, qu'il y a aussi également le centre Gaîté, et que l'on voit généralement que l'heure n'est peut-être plus, et le sera peut-être moins dans un mandat, à d'immenses centres commerciaux. Donc ça, c'est un aspect qui existera toujours, même si on peut imaginer que les contours vont évoluer. Il y aura également un hôtel, des restaurants, des espaces piétonniers, et le plus important, des espaces piétonniers et des espaces verts. Et là, je pense que vous en conviendrez tous, il serait difficile d'imaginer une dalle plus minérale que ce que nous avons aujourd'hui. Donc on peut déjà saluer le travail préparatoire de cette agence qui nous propose aujourd'hui, et je vous invite à consulter les documents qui sont disponibles, des bâtiments qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont beaucoup plus communicants, avec des espaces centraux qui tentent à rapprocher la dalle du reste de la ville. Donc on peut imaginer qu'il sera beaucoup plus agréable de s'y promener pour les piétons, pour les Parisiens, pour les riverains. Et enfin, un accent mis sur les espaces verts. Et c'est l'autre priorité des aménageurs de cette dalle. Concrètement, les 4 documents qui nous sont soumis aujourd'hui consistent en l'évaluation environnementale de l'étude d'impact remise par le cabinet, donc une analyse générale de l'offre, de la proposition qui a été formulée par le cabinet. Je vais d'abord citer les documents et vous dire ce qu'il en ressort. L'évaluation environnementale, donc la ville estime que l'impact de ce projet est, je cite, positif à neutre, avec 15 points de vigilance qui ont été relevés, qui sont en général des points assez mineurs, mais qui néanmoins doivent être suivis dans le temps. Ensuite, le projet de convention. Le projet de convention, c'est un projet pour l'adaptation des servitudes. De quoi s'agit-il? On peut citer l'exemple des arcades qui se situent sur la rue du départ. Vous savez qu'il y a ces arcades le long du vieux centre commercial, qui sont des arcades qui sont empruntées par tous les
usagers, tous les riverains et tous les usagers de la gare pour se rendre à la gare. Donc évidemment, durant la durée des travaux, comme ces arcades seront encombrées ou en tout cas impossibles d'accès, il faudra imaginer et envisager des servitudes annexes, transitoires, pour les riverains et pour les usagers de la gare. Et enfin, 2 conventions de projet urbain partenarial. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce projet urbain partenarial consiste à répartir certaines charges, non pas uniquement au budget de la ville, mais également au budget de 2 copropriétés qui sont impactées, puisqu'il en existe une dans la tour Montparnasse, les copropriétaires de la tour Montparnasse, et dans la tour du CIT, qui est le bâtiment que l'on voit au bout du côté de la place du 18 juin. Donc ces 4 documents, qui sont donc des documents préparatoires qui permettront au cabinet de continuer ses travaux, il nous est demandé de les approuver. Donc ce que je vous invite à faire, mes chers collègues, et en rappelant que, bien évidemment, en tant que mairie voisine de cet immense chantier, nous serons vigilants à 2 choses pour les années qui viennent, à la fois les possibilités alternatives laissées à tous les usagers de l'espace sportif Armand-Massard. Le nouveau projet aura des équipements sportifs, bien évidemment, mais pendant toute la durée des travaux, qui vont donc être assez longs, il y aura sans doute une vigilance à avoir aux solutions alternatives qui sont proposées aux Parisiennes et aux Parisiens, dont un certain nombre de résidents du 6e qui utilisent ces équipements de l'espace sportif Armand-Massard. Et enfin, la vigilance pour les riverains, dont font partie les habitants du 6e arrondissement, s'agissant du déroulé de ces travaux et des aménagements qui seront faits pour que tout se passe au mieux. Voilà, donc je vous demande, mes chers collègues, de voter l'approbation de ces actes préparatoires à ce vaste projet. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc Madame Berthemier. Je voulais indiquer que je vais voter favorablement parce que ce sont des délibérations relativement techniques, mais que le projet qui nous est proposé ne permet pas du tout de se faire une idée d'ampleur, globale de l'ampleur du projet, des conséquences que ça va avoir sur les habitants du 6e, de ce qui sera proposé ensuite comme cadre de vie à proximité de chez nous dans ce quartier. Donc je suis un peu réservée sur ce qui nous est présenté. C'est vrai qu'il y a énormément de documentation qui nous est fournie, mais sans qu'on puisse jamais se faire une idée réelle de ce à quoi va ressembler le projet. Donc je suis un petit peu réservée, mais voilà. S'agissant d'une délibération technique, je vais la voter quand même. Très bien. Oui, alors en précisant, c'est effectivement très technique et je remercie Paul Maria d'avoir fait une synthèse tout à fait efficiente d'un document qui est assez difficile à résumer. Je vais simplement dire que contrairement à la première esquisse de Renzo Piano, on reste dans l'épure du centre commercial, on reste dans l'épure de la dalle actuelle. C'est-à-dire qu'il y avait un premier projet de Renzo Piano qui prévoyait d'avancer sur le boulevard. S'il se traduisait par on avançait, c'est un déclassement du domaine public, une intégration du domaine public dans l'opération. Ce n'est plus le cas. On conserve, si vous voulez, la dalle, on est toujours sur la dalle qui est effectivement, comme l'a dit Paul Maria, uniquement sur le 15e arrondissement et on garde en gros une façade rectiligne, même si vous avez compris que ça allait évoluer et qu'on aurait vraisemblablement un passage qui permettra globalement en sortant de la gare Montparnasse, d'apercevoir le début de la rue de Rennes. Après, sur la composition du programme, c'est vrai que c'est encore relativement flou, mais ça devrait permettre de faire évoluer un projet dont les permis de construire, d'ailleurs je rappelle que les permis de construire des 2 tours, la petite tour, dite la tour CIT de bureau, qui est la plus proche du 6e, son permis de construire va jusqu'en 2027, et la tour Montparnasse a un permis qui va, de mémoire, jusqu'en novembre 2026, c'est-à-dire que ça permet encore, les travaux ne vont pas démarrer la semaine prochaine, bien évidemment, mais cette délibération est indispensable pour que les choses se poursuivent. Je pense que ça devrait maintenant aller plus vite, mais je vous rappelle que initialement, il y a quelques années, on nous disait que la tour Montparnasse serait rénovée pour les Jeux Olympiques. C'était en 2024. Donc voilà. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je
Je vous votez contre. Antoinette Kiss qui vote contre, et sinon vote majoritairement pour. Je vous remercie. Nous passons à une délibération DVD qui concerne le parc de stationnement résidentiel Saint-Placide. Je donne la parole à notre collègue Charles Flaubert. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc cette délibération a trait au parc de stationnement Saint-Placide, donc que nous connaissons tous, qui se situe, donc, comme son nom l'indique, rue Saint-Placide, dans le 6e. 200 places de stationnement. C'est un parc qui aujourd'hui est en amodiation. Ça se rapproche un petit peu de du bail amphithéotique, hein, mais on ne va pas revenir. Mais il y a une petite différence juridique entre la modiation et les baux amphithéotiques, mais c'est le même ordre d'idée, et donc des amodiations qui courent jusqu'en 2072. Alors cette délibération qui nous est présentée porte sur une proposition, une mise en concurrence pour l'exploitation pendant 20 ans de ce parc. J'ai pas d'observation particulière. Des travaux vont être effectués. Seront donc demandés notamment des travaux de mise en sécurité en cas d'incendie. C'est assez classique, j'ai pas d'observation particulière. Une seule observation peut-être, c'est ce qui me paraît le plus intéressant dans cette projet de délibération, c'est que la ville de Paris ne souhaite pas renouveler ses amodiations. Et donc, à la fin des amodiations, donc entre aujourd'hui et 2072, aucune nouvelle location de très longue durée ne sera effectuée. Ça sera donc uniquement des locations auprès des habitants. Donc ça veut dire qu'à terme, la ville de Paris veut supprimer ce régime d'amodiation, notamment pour ce parc. Voilà. Mais je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. Merci. Merci, mon cher collègue. Oui, c'est une création, c'est une DSP, c'est un principe, on verra. Après, ça va jusqu'en 2072, donc on se reverra en 2070 pour voir ce qu'il convient de faire. Je donne la parole à Monsieur Comet. Oui, alors avant d'atteindre 2070, moi j'ai lu dans le document qu'il y avait des amodiations qui risquaient de tomber avant 2072, et je ne comprends pas le phénomène qui permet que l'amodiation s'arrête, par exemple, dans 5 ans ou dans 10 ans. Je suis tout à fait de votre avis. C'est proposé par la mairie centrale. C'est-à-dire que des amodiations vont arriver à échéance l'année prochaine, par exemple. Pas en 2072, en 2026. Ces amodiations vont s'arrêter. Elles ne seront pas renouvelées. Donc on arrête. Ça sera de la location. Alors, ça dépend ce qu'on entend longue durée, mais ça sera de la location. Ce sera de la location annuelle, en fait. Voilà, comme pour les parcs ouverts actuellement avec une location annuelle. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir un amodiataire qui décède, voilà, qui est par prix. L'amodiation est par prix par la succession. Il peut y avoir différents problèmes. C'est vrai que c'était un parc de stationnement qui originellement avait été conçu pour être un parc résidentiel. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas pour vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté. Je vous remercie du pouvoir, car il a une affaire urgente à traiter. Et je vous propose de donner la parole successivement à 3 reprises à notre collègue Séverine de Comprégnac, qui va rapporter sur les délibérations ayant trait au renouvellement de la concession du service public pour la production et la distribution de chaleur à Paris. Pas de clim. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais faire 3 en 1. Ne vous inquiétez pas, c'est un dossier qui est très technique et qui est très structurant. En fait, c'est très important. C'est ce qu'on connaît tous à travers le sigle CPCU, c'est la compagnie parisienne de chauffage urbain, qui s'occupe du chauffage urbain donc depuis 1927. La concession vient à terme, était venue à terme fin 2024, et on a donc décidé, la ville de Paris a décidé de la prolonger de 2 ans. Et donc il y a une nouvelle attribution pour les 25 prochaines années. Donc ça n'est pas rien, c'est structurant parce que c'est le chauffage urbain, c'est 25 ans, c'est 4,5 milliards d'euros en tout, dont 3,5 milliards d'investissement, donc c'est vraiment c'est très important. À Paris, le chauffage urbain, c'est 400 km, un tout petit peu plus, et un peu plus de 5000, presque 6000 bâtiments, ce qu'on appelle des clients, mais en fait c'est pas 5800 clients, c'est 5000 bâtiments, dont des hôpitaux en particulier, donc c'est des grosses structures. Moi depuis 5 ans j'interviens régulièrement au Conseil de Paris pour pleurer sur le fait qu'on
on ne va pas du tout assez vite sur ce système qui est un système de chauffage très propre en fait, et qui utilise de plus en plus, en tout cas, d'énergie renouvelable. On n'y est pas tout à fait, mais voilà. Donc, c'est une délégation de service public. L'une des délibérations, c'est la création de la CEMOP, c'est une société d'économie mixte à opération unique. Et alors, dans ce nouveau contrat qu'on nous propose de valider, on nous dit qu'il y aura plus d'énergie verte, d'énergie renouvelable, 75% en 2030, 100% en 2050. Ça va assez loin, on n'aura pas le temps de vérifier. Un développement sur l'ensemble de la ville, avec des tarifs qui sont compétitifs, bloqués sur toutes ces années. Et 209 km supplémentaires de tuyauterie, aussi, entre guillemets, ce qui fait une augmentation de 50%, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est 4,5 milliards. Dalkia a été choisi, donc contre le tenant actuel du contrat qui était Engie. Voilà, c'est un changement qui est quand même très important. Alors, il y a des points qui sont négatifs dans cette affaire, il y en a qui sont positifs, ceux que je vous ai cités. Il n'y a rien sur l'obligation de raccordement de bâtiments publics. Donc ça, c'est dommage, parce que d'abord, c'est très consommateur. Puis on devrait donner l'exemple. Et en plus, c'est de l'énergie qui, à terme, sera quand même plutôt moins chère que les autres énergies. Donc, c'est une question de bonne gestion. On peut être un peu sceptique aussi sur donc ce que je vous disais, sur le niveau exigé d'énergie renouvelable, 75% d'ici 5 ans, 4 ans en fait, et 100% en 2050. Bon, sur la capacité à tenir les prix pratiqués qui sont annoncés à 130. Je me souviens plus du chiffre. Je pense enfin, en tout cas, qui sont plafonnés. Est-ce que c'est tenable sur 25 ans et donc, conséquence sur le développement espéré. Voilà. Donc, on a quand même quelques doutes. Et je vais vous étonner, mais même si, pour moi, vraiment, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je considère très important, je vais vous proposer de vous abstenir, parce que je trouve totalement anormal qu'à 3 mois de l'élection, du renouvellement complet du Conseil de Paris, alors même que ces derniers mois, souvenez-vous, mes chers collègues, on nous a demandé de reporter des fins de contrat pour que ces contrats soient renouvelés après l'élection municipale, ce qui était élégant et somme toute normal. Là, 3 mois avant la fin, on nous propose de signer un contrat pour 25 ans, 4,5 milliards. Et moi, je trouve que c'est pas républicain. Voilà, c'est pas des façons de faire. De quel côté que tombe la mairie en mars, il eût été élégant de laisser ça au suivant. Donc, je vais vous proposer de vous abstenir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, ma chère collègue. C'est valable votre commentaire pour les 3 délibérations, bien sûr, qui amèneront à 3 votes. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Hervieux, Madame la députée. Enfin, je comprends, c'est votre liberté, mais simplement dire que c'est pas une question de bord politique. Pour le coup, on est sur un très gros contrat, ça a été parfaitement expliqué. C'est la finalisation d'un très long processus de négociation, de discussion, d'élaboration avec l'adjoint en charge notamment d'Anne Lert, Paul Simondon et d'autres, et la maire de Paris évidemment. Et donc, si vous voulez, on ne s'est pas empressé sur un coin de table à quelques mois des élections de négocier un nouveau contrat pour l'électricité pour la ville de Paris. Nous, les chiffres qu'on a d'ailleurs sont supérieurs à ceux que vous avez évoqués. Donc c'est un très très gros contrat, mais là on parle de l'aboutissement d'un processus, donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute. Mais simplement, il est venu le temps du renouvellement de cette convention. Ça arrive maintenant.
J'ai conscience que c'est engageant pour la mandature et pour les années évidemment qui viennent. Cette mandature est parfaitement légitime pour délibérer sur cette question et sur ce nouveau contrat qu'on peut questionner sur le fond ou pas. Mais puisque vous interrogez le calendrier, je me permets de dire que c'est le fruit d'un très long processus. Ça fait plusieurs années que c'est engagé. Ça a été fait de façon extrêmement transparente. Toutes les données sont à disposition. Donc voilà, je me permettais simplement de le préciser, mais je comprends et c'est votre droit de vous abstenir. Mais c'est dommage parce que c'est un élément important qui engage une fois de plus, qui montre que la ville de Paris est en premier plan dans la lutte contre le réchauffement climatique par la transition énergétique qu'elle est en train d'opérer, et notamment avec la convention, ce nouveau contrat concernant l'électricité. C'est pas une question politique au sens politicienne, c'est une question de politique de fond, dans quel sens on veut aller. Est-ce que de laisser l'équipe suivante, quelle qu'elle soit, parce que je vous ai fait grâce de l'ensemble des critères d'un appel d'offres, hein, il y en a beaucoup. Voilà, et donc chaque équipe peut juger, et dans ces cas-là, pourquoi vous nous avez demandé de prolonger le contrat des publicités de rue, là, de Co et compagnie, pour 3 mois de plus, voilà. Donc c'est pas une question de politique politicienne. Oui, et c'est vrai que si on regarde, il y a eu, je crois, la signature de 5 avenants. Ça a été redoublé. Alors après, effectivement, il y a un moment où il faut bien conclure. C'est un contrat considérable. C'est vrai qu'il y avait 2 concurrents. On ne se prononce pas sur le choix. Ça se jouait entre l'un et l'autre, qui sont sans doute des entités très capables. Et il faut bien conclure un moment. Mais permettez-moi de vous dire, souffrez que je vous dise que si on avait été dans la situation inverse, vous nous auriez sans doute fait la même intervention. Donc, Monsieur Flaubert. Oui, juste un mot. Moi, je partage tout à fait la position de Séverine de Comprignac, et juste, mais de façon beaucoup plus localisée, je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, juste pour indiquer que les travaux assez impactants qui ferment la rue Guénégaud à l'angle avec le quai Conti, le quai de la Monnaie, si vous voulez, s'arrête là et sont en déménagement. Donc ça entraîne des perturbations de circulation sur les quais qui sont relativement significatives, lourdes. Et donc le chantier est en cours de retrait. Donc je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, mais aux alentours du 15 décembre, ce chantier devrait cesser. C'était le 15 décembre, mais il y a un autre Attila de nos chaussées, de nos trottoirs qui existe, c'est Fraîcheur de Paris. Fraîcheur de Paris, et Fraîcheur de Paris, c'est rue de Sèvres, et c'est Place et de Montrestan. Mais donc, mais bon, c'est un réseau moins impactant que le chauffage urbain. Donc, mes chers collègues, je vous propose de voter à 3 reprises. Donc, pour le SG 36, renouvellement de la concession de service public, c'est le plus important. Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? La délibération est adoptée et je vous propose le même vote, si vous êtes d'accord, pour la SG 36 et pour la SG 45 et la SG 47. Mes chers collègues, vote global d'approbation pour les points 17 et 20. Il nous reste maintenant à examiner le vœu émis par le Conseil de quartier Saint-Placide relatif à la circulation cycliste sur la rue de Vaugirard, car ce Conseil de quartier Saint-Placide a émis un vœu dans sa dernière séance qui s'est déroulée récemment. Je donne à Florence Devara, adjointe au maire chargée des conseils de quartier, le soin de le présenter en lisant peut-être les considérants. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, le conseil de quartier présente un vœu relatif à la circulation cycliste sur la rue de Vaugirard, entre le boulevard Montparnasse et le carrefour Saint-Placide. Alors, je rappelle, comme vous le savez, que le mardi 18 novembre, à l'heure du déjeuner, en début d'après-midi, un enfant de 9 ans, un élève de l'école Littré, a été renversé à proximité du 116 rue de Vaugirard par une cycliste alors qu'il traversait sur un passage piéton. Heureusement, sans trop de gravité, et il va bien maintenant, ce dont nous nous réjouissons.
Alors, j'insiste du coup à cette occasion, le conseil de quartier surtout insiste sur le fait que la densité du trafic cycliste dans la rue de Vaugirard, transformée en vélo-autoroute, si l'on peut dire, et la présence immédiate du groupe scolaire de la crèche Littré, donc, sont 2 points très importants. La faible aussi, j'insiste aussi sur la faible largeur de la rue de Vaugirard, sachant que en raison des travaux du 110 rue de Vaugirard et pendant plusieurs mois, il y a un empiètement des travaux sur une partie de la chaussée. C'est donc, alors je précise aussi que le maire du 6e, depuis plusieurs mois, a vraiment insisté auprès de la police municipale pour leur demander, enfin il a demandé à mettre en place des contrôles très réguliers qui sont faits régulièrement le matin et le soir. J'en suis témoin parce que je passe souvent par là. Et pour éviter justement ce genre d'accident, parce que les vélos vont souvent très vite en plus sur cette partie voilà, de voies cyclistes. Alors, par conséquent, le conseil de quartier a décidé d'émettre un vœu que je vais vous lire, qui dit que la circulation cycliste entre le boulevard du Montparnasse et le carrefour Saint-Placide soit organisée en sens unique afin de l'alléger. Que soit rapidement étudié l'ensemble des solutions de signalisation fixes et spécifiques permettant de renforcer la sécurisation du carrefour des rues Littré et Vaugirard, empruntés quotidiennement par les élèves du groupe scolaire Littré, leurs parents et leurs accompagnants. Que la mission vélo de la ville de Paris engage des actions de formation des cyclistes et d'incitation au respect des règles du code de la route. Voilà, donc c'est un vœu que je trouve particulièrement important, et tout particulièrement pour cet endroit de la rue de Vaugirard, mais aussi pour tout Paris. Et donc, je vous remercie de bien vouloir le voter pour qu'il puisse partir au Conseil de Paris pour être voté là aussi. Merci. Chers collègues, je rappelle qu'effectivement, c'est un vœu qui a été rédigé par le Conseil du quartier Saint-Placide et que on l'a déjà dit, mais je le répète, comme il n'y a quand même pas des vœux de conseil de quartier très fréquemment, on ne peut pas le modifier, il faut l'adopter en l'état ou effectivement ne pas le voter. Je vous donne la parole, Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je regrette effectivement que ça soit un vœu qu'il faille soit adopté, soit refusé. Moi, je suis... Alors, je trouve que le terme de vélo-autoroute qui a été choisi spécialement pour dénigrer ce qui se passe montre en fait que c'est une artère dont les vélos ont absolument besoin. C'est pas dans le vœu en lui-même. Les 3 dernières phrases que j'ai lues, ce sont vraiment oui, donc le vœu. J'ai lu le vœu, il a été envoyé, mais je considère que dans les considérants, une vélo-autoroute est probablement pas le terme le plus sympathique qu'on puisse utiliser. Mais oui, ça veut dire effectivement, et nous on s'en réjouit, ça veut dire effectivement que c'est utilisé, que les gens qui sont en vélo ne sont pas en voiture. Ouais, on peut s'en réjouir jusqu'à l'accident quand même. Je sais de quoi je parle. Ça a beaucoup avancé. Oui, alors le fait de vouloir mettre la circulation cycliste en sens unique, ça c'est une idée qui me paraît assez baroque, parce que si l'accident malheureusement s'était produit rue de Rennes avec une voiture, vous n'auriez pas fait un vœu pour demander que la rue de Rennes soit en sens unique. Et je précise en plus que l'ensemble des rues de Paris, ou une grande majorité des rues de Paris, sont des rues qui sont à double sens pour les vélos. Oui, mais alors, qui ont été faites spécialement, y compris quand il n'y a pas de voie propre pour les vélos. Je précise que là, on demande un sens unique en raison des travaux, parce que ça déborde, ça empiète vraiment sur la rue. Et finalement, les vélos ne peuvent plus du tout se croiser. Moi, j'y passe régulièrement. Donc, dans le sens pour aller vers Saint-Placide, là, voilà, les vélos peuvent continuer, mais tous les vélos qui montent de Saint-Placide, en fait, tout est déporté, si vous voulez, sur le côté, et il n'y a plus... Oui, c'est temporaire, mais il n'y a plus la place. Et en fait, c'est à cause de ça que l'accident a eu lieu, ça, c'est évident. Oui. Enfin,
l'idée... C'est une pénétrante de vélo, effectivement, qui passe par là, qui a montré son utilité vu le nombre de gens qui l'empruntent, et donc ça ne nous semble pas du tout régler le problème d'incident ou d'accident de le mettre en sens unique. Donc de ce côté-là, nous voterons, Céline et moi, contre ce vœu. Les deux autres considérants nous semblaient effectivement tout à fait intéressants et tout à fait importants, même si, je le rappelle, l'accident n'a pas du tout eu lieu au carrefour des rues Littré et Vaugirard. Ça n'empêche que ça serait très bien de pouvoir enfin avoir effectivement une signalisation fixe et spécifique, et engager des actions de formation de cyclistes et utiliser la police municipale, comme vous l'avez dit, nous paraît effectivement une très bonne idée et importante. Je rappelle que pour nous, la priorité, c'est le piéton d'abord, que nous sommes bien conscients qu'il y a un certain nombre de cyclistes qui ont des comportements qui sont absolument inadmissibles, et qu'il faut d'un côté insister pour montrer pourquoi c'est inadmissible, mais de l'autre côté utiliser aussi la police municipale pour verbaliser les gens qui ont du mal à comprendre que le vélo doit faire attention aux piétons et à l'ensemble des autres véhicules qui utilisent l'espace public. Et je précise que ce passage piéton est utilisé par les enfants qui traversent à cet endroit-là aussi. Chacun s'étant exprimé, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc 3 voix contre. Qui vote pour? Le vœu est adopté et donc montera au Conseil de Paris. Mes chers collègues, je voulais, au titre des affaires diverses, alors j'ai parlé d'un éventuel prochain conseil d'arrondissement, je ne peux pas vous en dire plus, je voulais vous signaler, très important, que la crèche du Luxembourg, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui avait été installée, et je remercie la mairie de Paris de l'avoir installée. Ensuite, elle était restée très longtemps, n'est-ce pas, chère Céline Hervieux, chère Chantal Lambert-Burins, puisqu'elle a dû être installée en 2019, quelque chose comme ça, ou 2020, et ensuite, effectivement, on l'a gardée, voit ces derniers jours. La dernière arche, va sans doute être déposée avant la fin de la semaine. Donc, je voulais vous le signaler. Et normalement, cette allée du Luxembourg va donc retrouver sa vocation naturelle. Je souhaitais vous le dire. Donc, si vous n'avez pas rien de plus, Monsieur Comet, je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Moi, je voulais d'abord vous remercier pour avoir organisé la réunion publique sur le chantier qui va se dérouler à Saint-Côme, et ce qui nous a permis de faire attention et de rassurer les gens en disant qu'il n'y aurait pas de baraques de chantier sur l'espace public. Mais alors, pendant qu'on s'occupait de ça, il y a des baraques de chantier qui ont surgi sans qu'on y prenne garde, rue de Médicis. Et j'ai eu plusieurs remarques de riverains disant que ces baraques de chantier, outre qu'on ne sait pas très bien pourquoi elles sont là, parce que semble-t-il, elles sont faites pour des travaux qui ne sont pas dans la rue de Médicis, donc qui sont beaucoup plus loin. Personne n'a été averti, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et donc il y a une certaine inquiétude sur ces baraques de chantier. Donc quand on s'en occupe d'un côté, elles surgissent inopinément de l'autre. Sans erreur de ma part, monsieur Vincent, qui déjà cet espace public vérifiera, il vous donnera l'information, c'est Fraîcheur de Paris dont j'ai parlé, qui a remonté le boulevard Saint-Michel en souterrain, qui intervient actuellement jusqu'au 15 décembre sur la place Edmond-Rostand, c'est-à-dire devant le Rostand, qui normalement a suscité les quelques baraques de chantier qui sont plus loin, qui sont donc à peu près un peu plus loin que le Rostand, et je pense qu'ils devraient disparaître. Alors après, Fraîcheur de Paris doit normalement atteindre le Sénat, mais comme le Sénat ravale sa façade principale face à la rue de Tournon, c'est des travaux qui ne seront repris que, je crois, en 2026-2027. Voilà. Donc je vous propose de rassurer. Mais c'est vrai qu'un chantier peut en casser un autre, c'est un train, ça arrive. Merci à tous, très bonne soirée.